Imaginez-vous transporté en plein cœur de la Grande Dépression, une époque où le chômage de masse sévissait et où les économies du monde entier étaient plongées dans le chaos financier. C'était une époque de bouleversement économique majeur, mais c'est aussi à ce moment crucial que naquit une théorie révolutionnaire qui allait changer la manière dont nous comprenons l'économie. Bienvenue dans cette exploration fascinante de deux visions économiques. D'un côté, le modèle classique, solide et bien établi, et de l'autre, la théorie générale de John Maynard Keynes, qui émergea comme une bouffée d'air frais au milieu de la tempête économique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces deux mondes et découvrir comment Keynes a bousculé les idées économiques conventionnelles pour apporter des solutions à une crise sans précédent. Comment il a remodelé la pensée économique pour faire face au chômage de masse et comment ces idées continuent d'influencer nos politiques économiques. Alors, attachez vos ceintures et voyons ça d'un peu plus près. Dans les années 1920-1930, à l'époque où les idées de Keynes ont pris forme, il était généralement admis que la théorie dominante rendait parfaitement compte du système économique en place, si bien que l'on pouvait la désigner sous l'appellation d'économie classique. Aucune autre théorie n'avait réussi à s'imposer, en particulier le marxisme. Il y avait un accord quasi unanime sur les principes fondamentaux qui découlaient de plus d'un siècle de perfectionnement des idées libérales, si bien que l'on a désigné par école classique ce courant de pensée. Dès la première page de la théorie générale, Keynes indique que la dénomination d'économiste classique a été inventée par Marx pour désigner Ricardo, James Mill et leurs prédécesseurs. Keynes range également dans l'école classique les successeurs de Ricardo qui ont perfectionné sa théorie, à savoir Stuart Mill, Marshall, Edgeworth et Pigou. L'analyse de Keynes se situe en référence à celle de l'école classique, mettant en évidence leurs divergences tout en soulignant leurs similitudes. Comprendre Keynes et le keynésianisme nécessite donc au préalable de présenter le schéma explicatif des classiques, leur interprétation de la situation économique qui en découle, ainsi que les politiques économiques qu'ils préconisaient. L'analyse classique commence par s'intéresser à l'utilisation des facteurs de production, capital et travail. À court terme, la capacité de production est limitée par le stock de capital. Sur le marché du travail, le niveau d'emploi résulte de la confrontation entre l'offre et la demande de travail. L'offre de travail dépend d'une part de la population active disponible, qui, à court terme, est constante, et, d'autre part, de ce que les classiques appellent la désutilité du travail. Cette notion fait référence au fait que le travail est une activité ressentie en général comme étant pénible, et la pénibilité ressentie est censée augmenter avec le volume de travail. On peut représenter la courbe de désutilité marginale du travail en fonction de la durée du travail, comme ici à l'écran. La durée du travail est en abscisse et l'axe désordonné mesure le niveau d'utilité du travail ou de désutilité pour les valeurs négatives. Chaque point de la courbe mesure la variation de plaisir résultant d'une heure supplémentaire de travail compte tenu du temps de travail déjà effectué. Au début, il est un peu difficile de se mettre en route. L'effort consenti est mesuré par le segment OA. En B, le plaisir et l'effort s'équilibrent. Entre B et C, le travail est relativement agréable. À partir de C, la fatigue se fait sentir et poursuivre le travail demande un effort toujours plus grand. D'un autre côté, le travail est aussi une source de satisfaction pour le travailleur car il reçoit en échange un salaire qui lui permet de consommer une certaine quantité de biens et services. Le salaire croît avec la durée du travail et son utilité également, mais de moins en moins vite. Autrement dit, l'utilité marginale du salaire décroît avec l'augmentation de la durée du travail. Chaque supplément de salaire reçu en échange d'une heure de travail supplémentaire a ainsi moins d'utilité que celui obtenu l'heure précédente. Le travail a donc une utilité et une désutilité que les travailleurs vont comparer afin de déterminer leur offre de travail. Le point M correspond à la durée de travail optimale pour le travailleur, car c'est la durée qui équilibre les utilités et désutilités marginales du travail. En deçà de M, l'utilité marginale du salaire est encore supérieure à la pénibilité du travail et au-delà, c'est la pénibilité du travail qui est supérieure à son utilité. Le travailleur n'a donc pas intérêt à accroître son offre de travail à partir de la durée M. En revanche, si le taux de salaire augmente, le travailleur aura alors intérêt à accroître son temps de travail. Au point M, l'utilité marginale du travail ou salaire
est encore supérieur à la pénibilité marginale du travail. C'est le cas jusqu'au point P, à partir duquel le travailleur n'a plus intérêt à augmenter son temps de travail. On en arrive à la conclusion que l'offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. Il faut bien souligner que pour les classiques, l'offre de travail ne dépend pas du salaire nominal, mais bien du salaire réel, qui correspond à la quantité de biens et services pouvant être achetés en échange de son travail. Le salaire réel prend en compte l'effet de l'inflation en ajustant le salaire nominal pour refléter le pouvoir d'achat réel de l'argent. Quant à la demande de force de travail par les entreprises, c'est-à-dire l'offre d'emploi, elle dépend de la comparaison entre le coût marginal du travail, soit le taux de salaire réel, et la productivité marginale du travail. La productivité marginale du travail est ce que rapporte au producteur une unité supplémentaire de travail. Elle subit la loi des rendements décroissants mise en évidence par David Ricardo. Tant que la productivité marginale du travail est supérieure au coût marginal du travail, le producteur a intérêt à augmenter le facteur travail. Cet intérêt cesse lorsqu'il y a égalité entre les deux. À partir de ce point, accroître encore la force de travail ferait perdre de l'argent au producteur. Si le salaire réel diminue, le producteur aura de nouveau intérêt à augmenter le facteur travail jusqu'à H2. La demande de force de travail est donc une fonction décroissante du salaire réel. L'équilibre du marché du travail s'établit au point d'intersection entre l'offre et la demande de travail pour un taux de salaire réel qui égalise la désutilité du travail et sa productivité marginale. Pour les classiques, il s'agit toujours d'un équilibre de plein emploi, à condition que les salaires réels soient flexibles. S'il subsistait du chômage involontaire, la baisse du taux de salaire réel permettrait en effet de le résorber selon la loi de l'offre et de la demande. Dans cette perspective, tout chômage observé est considéré comme volontaire, c'est-à-dire que les travailleurs choisissent de ne pas travailler au taux de salaire existant pour diverses raisons, comme des préférences individuelles, des compétences inadaptées ou des conditions de travail peu attrayantes. La quantité de travail ainsi déterminée va générer un certain volume de production. Se pose alors la question de savoir si toute cette production pourra être écoulée. C'est ici qu'intervient la loi des débouchés. La loi des débouchés a été formulée pour la première fois par Jean-Baptiste Say en 1803 dans son traité d'économie politique, si bien qu'on la qualifie souvent de loi de Say. Cette loi stipule que la production d'une économie crée automatiquement sa propre demande. En d'autres termes, selon Say, la production de biens et services génère des revenus pour les individus et les entreprises impliqués dans le processus de production. Ces revenus permettent ensuite aux individus de dépenser et d'acheter les biens et services produits. En d'autres termes, il soutient que la demande globale sera toujours satisfaite par l'offre globale, car la production de biens crée les revenus nécessaires pour acheter ces biens. Selon sa célèbre formule que les produits s'échangent contre des produits. Il ne peut donc y avoir de crise de surproduction ou de sous-consommation durable du fait de l'ajustement des prix relatifs résultant de la loi de l'offre et de la demande. Dans la pensée des classiques, la monnaie n'ayant aucune utilité autre que celle de servir d'intermédiaire aux échanges, la totalité du pouvoir d'achat distribué sera donc dépensée pour absorber la production correspondante. La question des débouchés étant réglée, il faut à présent déterminer comment se répartit la production entre consommation et investissement. Cela passe par l'examen des mécanismes d'ajustement du marché du capital. Le raisonnement est similaire à celui du marché du travail. Sur le marché du capital, l'offre de capitaux ou épargne est considérée comme une renonciation temporaire à consommer. Pour que la capacité de production augmente, il ne faut pas que la totalité des revenus distribués soit consacrée à l'achat de biens de consommation. Or, les individus préfèrent généralement consommer plus tôt que plus tard, à moins que leur patience ne soit récompensée par une consommation future plus élevée. Et c'est justement là le rôle joué par l'intérêt, selon les classiques. Pour que l'épargne augmente, il faut donc que la récompense à la renonciation à consommer, c'est-à-dire le taux d'intérêt réel, augmente également. L'offre de capitaux ou épargne est donc une fonction croissante du taux d'intérêt réel. La demande de capitaux par les entreprises ou investissements relève de la comparaison effectuée par les producteurs entre ce que leur coûte et ce que leur rapporte une unité supplémentaire de capital. Ce qu'elle leur coûte, c'est le taux d'intérêt réel, et ce qu'elle rapporte est la productivité marginale du capital. Tout comme la productivité marginale du travail, celle du capital est soumise à la loi des rendements décroissants, si bien que la demande de capital augmente quand le taux d'intérêt réel diminue.
La demande de capitaux est donc une fonction décroissante du taux d'intérêt réel. L'équilibre du marché du capital s'établit au point d'intersection entre l'offre et la demande de capital pour un taux d'intérêt réel qui égalise le taux de préférence pour le présent et la productivité marginale du capital. Au global, l'épargne est toujours égale à l'investissement et la consommation résulte de la différence entre le revenu global et l'épargne. Le niveau de consommation dépend donc du niveau d'épargne, lui-même fonction du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt réel assure donc le partage de la production entre consommation et investissement. Après avoir répondu à la question du partage de la production entre biens de consommation et biens d'investissement, il reste à établir comment les équilibres partiels des offres et des demandes se forment sur chaque marché particulier des biens et services. Le raisonnement est le même que précédemment. La demande d'un bien résulte de la comparaison entre son utilité marginale, qui décroît avec la quantité consommée, et de son prix par rapport à celui des autres biens, ou prix relatif, qui mesure le coût de renonciation à consommer d'autres biens. Si le prix relatif du bien diminue, alors sa demande augmente. La demande est donc une fonction décroissante du prix. Quant à l'offre, elle résulte de la comparaison entre le coût marginal de production qui augmente avec la quantité produite du fait de la loi des rendements décroissants et le prix relatif du bien produit. Pour que la quantité de biens offertes augmente, le prix de vente doit augmenter de manière à couvrir la hausse du coût marginal de production. L'offre est donc une fonction croissante du prix. Sur chaque marché des biens et services, l'équilibre s'établit ainsi au niveau du prix relatif qui égalise l'offre et la demande pour le bien ou service en question. Jusqu'à présent, pour expliquer l'établissement de l'équilibre sur les différents marchés, nous avons fait abstraction des flux monétaires, comme si la monnaie n'existait pas, que nous étions dans une économie non pas monétaire, mais de troc. De fait, l'analyse classique attribue à la monnaie un rôle secondaire à travers ce qu'on appelle la théorie quantitative. La monnaie chez les classiques sert d'unité de compte et d'intermédiaire des échanges. Elle n'est pas détenue pour elle-même, mais seulement pour faciliter les échanges de biens et services. Elle fait l'objet pour cette raison d'une demande sous forme d'encaisse à laquelle doit répondre le système bancaire qui est responsable de l'offre de monnaie. Les classiques considèrent que cette offre est exogène, c'est-à-dire exclusivement déterminée par le système bancaire selon son bon vouloir. Sur le marché de la monnaie, l'offre et la demande s'égalisent à un certain niveau de prix. Par définition, le prix d'une unité monétaire est égal à 1, du fait de sa fonction d'unité de compte. Pour évaluer le prix relatif de l'unité monétaire, on divise l'unité par un indice composite mesurant le niveau général des prix des autres biens et services. Lorsque l'offre de monnaie excède la demande, les agents économiques se débarrassent de cet excès en l'échangeant contre des biens et services, ce qui fait monter les prix. Le pouvoir d'achat de la monnaie diminue en conséquence. Le système bancaire, en tant qu'offreur de monnaie, est donc seul responsable de l'inflation. Le risque inflationniste du fait du pouvoir arbitraire du système bancaire était toutefois annihilé par le système monétaire international alors en vigueur, celui de l'étalon or. L'offre de monnaie était proportionnée aux réserves en or et le solde des échanges internationaux était réglé en or. Tout déficit extérieur s'accompagnait par conséquent d'une fuite d'or vers le pays créditeur, ce qui réduisait la masse monétaire en circulation dans le pays débiteur et l'augmentait dans le pays créditeur. Et en vertu de la théorie quantitative de la monnaie, les prix devaient baisser dans le pays débiteur et augmenter dans le pays créditeur. Ces mouvements inverses de prix dans les deux pays permettaient de rétablir l'équilibre de leurs échanges. Ainsi, le mécanisme de l'étalon or assurait automatiquement un retour à l'équilibre et une certaine stabilité des prix pour peu que les pays respectent les règles. Le mécanisme autorégulateur de l'étalon or rendait du coup toute politique monétaire vaine et inutile. La description du fonctionnement d'une économie libérale par les économistes classiques forme donc un tout logique et cohérent. Le caractère autorégulateur du système signifiait que toute immixtion du gouvernement dans la marche des affaires était inutile, voire contre-productive. Les économistes classiques du début du XXe siècle préconisaient ainsi le laisser-faire comme moyen d'atteindre une allocation efficace des ressources et de favoriser la prospérité économique grâce à la libre interaction des agents sur les marchés.
Dans les années 1920, cette pensée était encore dominante chez la plupart des économistes et les crises périodiques étaient attribuées aux imperfections de l'économie de marché plutôt qu'au modèle théorique censé rendre compte de son fonctionnement. Tout au long du XIXe siècle, et jusqu'à la crise de 1929, les prix, la production, l'investissement et l'emploi ont connu des fluctuations plus ou moins marquées. Le terme « cycle économique » a émergé pour décrire ces fluctuations prétendument périodiques de l'activité économique. Les classiques attribuaient ces mouvements à des déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande sur les différents marchés. Déséquilibres qui, selon eux, provenaient de perturbations exogènes telles que les ruptures technologiques ou les changements dans les coûts de production. Ils pensaient que ces déséquilibres se résorbaient naturellement à mesure que les prix s'ajustaient. Il fallait donc que ce processus d'ajustement automatique par les prix soit favorisé et non pas entravé pour que l'équilibre général soit rétabli au plus vite. Cette croyance au retour automatique à l'équilibre était renforcée par l'expérience historique des phases de reprise qui avaient naturellement succédé aux phases de contraction. La dernière preuve en date était ce qu'on appelait la crise de reconversion ou tout simplement la dépression de 1920-1921 aux États-Unis qui avait été violente mais brève, l'économie finissant d'elle-même par retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Cet épisode renforçait ainsi l'idée que les équilibres temporairement rompus seraient toujours rétablis par les forces automatiques du marché si on les laissait jouer. Lorsque la crise de 1929 a éclaté, tout le monde s'attendait au même scénario. Mais après 4 années de récession quasi ininterrompue, de plus en plus de monde doutait d'un retour automatique à une économie prospère. Keynes avait déjà entrepris une démarche de remise en cause du modèle classique dans les années 1920, du fait d'un chômage important en Grande-Bretagne qui ne faiblissait pas. C'est ce chômage permanent, insupportable pour Keynes et ses contemporains, qui est à l'origine de la théorie générale, son ouvrage révolutionnaire de 1936. L'explication du chômage la plus aboutie chez les classiques à l'époque était celle du professeur Pigou, qui avait publié un ouvrage sur le sujet en 1933. Pour Pigou, le chômage était de nature frictionnelle et structurelle, mais toujours temporaire. Il pensait, comme les autres classiques, que si les prix et les salaires étaient flexibles, les ajustements sur le marché du travail se feraient plus rapidement. En d'autres termes, lorsque le chômage frictionnel ou structurel se produisait, les travailleurs accepteraient plus facilement des emplois à des salaires plus bas et les entreprises seraient en mesure de réduire leurs coûts de main-d'œuvre pour s'adapter aux nouvelles conditions. Cette flexibilité permettrait de réduire la durée et l'ampleur du chômage. Si la Grande-Bretagne connaissait un taux de chômage élevé dans les années 1920, c'était pour Pigou la conséquence d'une part de la hausse très forte des salaires pendant la Première Guerre mondiale, du fait de la pénurie de main-d'œuvre, et d'autre part du développement du syndicalisme et de la législation du travail qui rendait difficile la baisse des rémunérations. Les entreprises, confrontées à des coûts de main-d'œuvre élevés, avaient dû réagir en réduisant leurs effectifs ou en limitant les nouvelles embauches. Dès lors, pour Pigou et les classiques, la solution consistait à lever tout obstacle à la baisse des salaires. Cette politique déflationniste devait stimuler la croissance et l'emploi au bout d'un certain temps grâce à l'amélioration de la compétitivité dans les échanges internationaux. Pour Keynes, cependant, il fallait se concentrer sur les moyens de réanimer la demande intérieure plutôt que d'attendre un quelconque salut de l'extérieur. En février 1936, la publication de la théorie générale marque un tournant majeur dans la pensée économique. Cependant, bien avant que cette œuvre ne fournisse une base théorique systématique, les politiques économiques dans de nombreux pays avaient déjà évolué. Le libéralisme classique avait progressivement laissé la place à une forme d'interventionnisme qui serait ultérieurement qualifiée d'interventionnisme keynésien. La pensée de Keynes la plus aboutie est dans la théorie générale, même si d'autres travaux antérieurs et postérieurs permettent d'en éclairer le contenu. La démarche des classiques consistait à expliquer le seul état d'équilibre possible de l'économie qui correspondait selon eux au plein emploi des facteurs de production. À court terme, la flexibilité des prix finissait par assurer l'équilibre en cas de perturbations exogènes. Et en longue période, l'économie évoluait au rythme de l'accroissement de la population active et de l'accumulation du capital. L'approche de Keynes est différente. Elle s'attache à expliquer comment l'économie peut passer d'un état d'équilibre à un autre, l'équilibre de plein emploi n'étant qu'un cas particulier. En raisonnant à partir de grandes fonctions macroéconomiques, Keynes veut expliquer les variations de volume dans la production et l'emploi, et ceci en courte période. Il s'agit donc d'une approche dynamique de l'économie par opposition à celle des classiques. Voici son enchaînement logique. Au cœur se situe le principe de la demande effective qui débouche sur la réfutation de la loi de C.
On se souvient que pour les classiques, tous les volumes de production sont assurés d'être écoulés en vertu de cette loi. Par conséquent, les entreprises sont naturellement disposées à employer toute la main-d'œuvre disponible pour peu que celle-ci accepte une rémunération en rapport avec sa productivité marginale. Pour Keynes, en revanche, les entreprises ne sont pas du tout certaines de pouvoir écouler toute leur production, car le revenu global distribué qui lui correspond n'est pas nécessairement dépensé en totalité. Par conséquent, les entreprises cherchent à ajuster leur niveau de production et d'emploi à celui de la demande effective qui correspond aux dépenses en biens de consommation et d'investissement auxquelles elles s'attendent. Or, la demande effective fluctue au gré des événements et des anticipations des agents économiques. Si bien que le niveau de l'offre peut ne pas correspondre à celui de la demande, ce qui entraîne des ajustements. Qui plus est, il n'y a pas de mécanisme automatique assurant que la demande effective se situe à un niveau nécessitant le plein emploi des facteurs de production. Keynes s'attache alors à expliquer les déterminants de la demande à travers l'examen de ces deux composantes, à savoir la consommation et l'investissement. En ce qui concerne la consommation, Keynes considère qu'elle évolue en proportion du revenu. Pour Keynes, il s'agit là d'une loi psychologique fondamentale. La consommation est une fonction directe du revenu et non du taux d'intérêt comme pour les classiques. Ce qu'il appelle la propension marginale à consommer est la part du revenu supplémentaire qui est consacrée à la consommation. Cette part tend à décroître à mesure que le revenu augmente selon Keynes. Autrement dit, plus le revenu s'élève, plus la part d'une augmentation du revenu consacrée à la consommation diminue, et donc plus la part consacrée à l'épargne augmente. Mathématiquement, cela signifie que la dérivée seconde de la fonction de consommation est négative, la proportion marginale étant sa dérivée première. La conséquence de cette loi psychologique fondamentale est la suivante. Si les entreprises augmentent leur volume de production et d'emploi, elles ne peuvent récupérer qu'une part décroissante du revenu supplémentaire distribué du fait de la dépense des consommateurs qui diminue en proportion. Il faut donc que l'investissement vienne combler la différence grandissante entre le revenu global distribué et la consommation, sans quoi l'offre serait supérieure à la demande et le volume de production et d'emploi devrait s'ajuster à la baisse pour venir coller à la demande. Pour les classiques, l'investissement s'ajuste instantanément à l'épargne via le taux d'intérêt, et il n'y a donc aucun déséquilibre possible entre l'offre et la demande. En revanche, pour Keynes, l'investissement et l'épargne n'ont aucune raison de coïncider a priori. L'épargne dépendant du niveau de revenu, alors que l'investissement relève de la comparaison entre le rendement du capital investi et le taux d'intérêt des emprunts, comme nous allons le voir à présent. Keynes s'interroge sur les motifs qui poussent les agents économiques à détenir des liquidités plutôt que d'autres actifs. La préférence pour la liquidité ou la demande de monnaie résulte de trois motifs selon lui. Le premier est le motif de transaction, qui est le besoin de monnaie en vue d'effectuer des transactions courantes personnelles ou professionnelles. Le deuxième motif est celui de précaution, qui est le besoin de conserver de la monnaie pour faire face à des dépenses imprévues ou à des urgences. Le montant de monnaie détenu en rapport avec ces deux premiers motifs dépend essentiellement du revenu. Plus le revenu est élevé, plus la demande de monnaie pour les deux premiers motifs le sera également. Le troisième motif de détention de monnaie est généralement considéré comme le plus novateur. Il s'agit du motif de spéculation, qui était une notion relativement nouvelle dans la théorie économique à l'époque où Keynes en a parlé. Le motif de spéculation suppose que les individus peuvent détenir de la monnaie non seulement pour effectuer des transactions courantes ou pour faire face à des besoins d'achat imprévus, mais aussi pour tirer profit des variations anticipées des taux d'intérêt ou de la valeur des actifs financiers. En d'autres termes, les gens peuvent préférer détenir de la monnaie liquide plutôt que d'investir dans des actifs financiers lorsqu'ils anticipent que les taux d'intérêt vont augmenter ou que les valeurs d'actifs vont baisser à l'avenir. Cette relation entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie, à des fins spéculatives, peut être illustrée par le graphique suivant. Il existe une relation inverse entre le taux d'intérêt et la valeur des actifs. Quand les taux d'intérêt diminuent, la valeur des actifs augmente. Quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur des actifs diminue. Par conséquent, plus les taux d'intérêt seront bas, plus les spéculateurs, craignant une remontée future des taux qui occasionnerait des moins-values sur les titres qu'ils détiennent, vont vendre ces titres et conserver la monnaie. Inversement,
Plus les taux d'intérêt seront élevés, plus les spéculateurs vont acheter des titres avec leur liquidité en espérant une baisse future des taux qui leur procurerait des plus-values. En résumé, la demande de monnaie pour motif de spéculation augmente quand les taux d'intérêt baissent et diminue quand ils montent. Chez les classiques, le taux d'intérêt était considéré comme la récompense de la non-dépense et contribuait à l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. En d'autres termes, le taux d'intérêt assurait le partage du revenu entre consommation et épargne. Chez Keynes, en revanche, il est considéré comme la récompense de la non-thésaurisation et il assure le partage entre les placements en titres et la conservation de liquidités dormantes. Selon Keynes, le taux d'intérêt est déterminé par la confrontation entre la demande de monnaie des agences économiques et l'offre de monnaie contrôlée par les autorités monétaires. En accroissant l'offre de monnaie, les autorités monétaires peuvent provoquer une baisse des taux d'intérêt. Supposons que l'offre de monnaie augmente à partir du taux d'intérêt d'équilibre I1. L'offre de monnaie excède alors la demande de monnaie à ce niveau de taux d'intérêt. Les gens vont donc acheter plus de titres, ce qui fera monter leur prix et diminuer le taux d'intérêt jusqu'à ce que la demande de monnaie redevienne égale à l'offre de monnaie. Si cette fois-ci l'offre de monnaie est réduite, la demande de monnaie dépassera l'offre de monnaie et les gens vendront leurs titres, ce qui fera baisser leur prix et augmenter le taux d'intérêt jusqu'à ce que la demande de monnaie égalise de nouveau l'offre. Il y a néanmoins une limite à la baisse des taux d'intérêt par augmentation de l'offre de monnaie. Il s'agit de ce que l'économiste Dennis Robertson a appelé la trappe monétaire ou trappe à liquidité. Il y a un seuil de taux d'intérêt à partir duquel toute augmentation de l'offre de monnaie est conservée intégralement sous forme de liquidité par les agences économiques, si bien que le taux d'intérêt ne baisse plus. Il n'y a plus aucun achat de titres. La demande de monnaie devient infiniment élastique au taux d'intérêt. Autrement dit, la tendance à thésauriser devient pratiquement infinie. La politique monétaire consistant à faire baisser les taux d'intérêt reste néanmoins efficace jusqu'à ce que le seuil de trappe à liquidité soit atteint. C'est l'une des armes prônées par Keynes pour relancer l'investissement, car la décision d'investir est directement influencée par le niveau des taux d'intérêt, ce que nous allons voir à présent. Pour Keynes, la décision d'investir dépend du taux d'intérêt et de ce qu'il nomme l'efficacité marginale du capital, qui n'est autre que le rendement attendu supplémentaire de l'investissement, c'est-à-dire le rendement attendu d'une unité supplémentaire de capital. Keynes donne la même définition de l'efficacité marginale que proposait Irving Fisher dès 1930. Les revenus futurs attendus d'un investissement doivent être actualisés au temps présent pour pouvoir être comparés avec le coût de l'investissement. On obtient ainsi le rendement actualisé à la période présente. Le taux d'actualisation choisi est le taux d'intérêt en vigueur sur les marchés financiers à des fins de comparaison avec le rendement des titres financiers. On compare ensuite le rendement actualisé, c'est-à-dire la valeur actuelle de l'investissement, au coût de l'investissement. Si le rendement actualisé est supérieur au coût, alors l'investissement est rentable. Il ne l'est pas dans le cas contraire et il ne sera pas réalisé. Dans ce cas-là, le projet ne permet pas de couvrir le coût de financement s'il est financé par emprunt et s'il est autofinancé, un placement alternatif au taux d'intérêt I sera plus rentable. Le taux d'actualisation qui égalise le rendement actualisé et le coût de l'investissement est ce que Keynes appelle l'efficacité marginale du capital. Dans la limite de la trappe à liquidité, la politique monétaire qui vise à abaisser le niveau des taux d'intérêt est donc de nature à encourager l'investissement, d'autant plus si l'efficacité marginale du capital est relativement faible. Si chez les classiques, le niveau d'épargne déterminait le niveau d'investissement, chez Keynes, le niveau d'épargne résulte du niveau du revenu distribué et de la fonction de consommation, tandis que le niveau d'investissement dépend du taux d'intérêt et de l'efficacité marginale du capital. Il n'y a aucune raison pour que les niveaux d'épargne et d'investissement ne coïncident a priori. Mais comme nous allons le voir, l'investissement par l'effet du multiplicateur finit par engendrer une épargne d'un montant identique à travers la variation du revenu global. Le processus du multiplicateur
permet de comprendre comment l'on passe d'un état d'équilibre de l'offre et de la demande à un autre. Tout d'abord, il faut souligner que lorsque cet équilibre est réalisé, il y a nécessairement égalité entre le montant de l'épargne et le montant de l'investissement. Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit que l'offre correspond à la fois à la valeur de la production globale et au revenu total distribué en contrepartie de cette production. Le revenu total gagné dans une économie doit être égal à la valeur totale des biens et services produits dans cette économie. En d'autres termes, le revenu est égal à la production car, dans une économie fermée, ce qui est produit est aussi ce qui est gagné. À l'équilibre, le revenu global, noté Y, correspond à la demande effective qui est constituée de la consommation et de l'investissement. L'épargne est la part du revenu qui n'est pas consommée. On voit alors immédiatement que S et I sont égaux. Si le montant de l'investissement change, l'équilibre est dans un premier temps rompu. Pour qu'il soit rétabli, il faut que l'épargne évolue du même montant. L'équilibre va se rétablir grâce à un processus de multiplication sur le revenu induit par la variation initiale de l'investissement. Prenons le cas d'un accroissement initial de l'investissement. Il s'agit d'une nouvelle dépense qui donne lieu à un nouveau revenu du même montant. La dépense d'un individu étant le revenu d'un autre. Ce nouveau revenu distribué sera en partie dépensé en biens de consommation selon la propension marginale à consommer et en partie épargné selon la propension marginale à épargner. Le surcroît de consommation va engendrer à son tour un surcroît de revenus. Ce surcroît de revenus engendre à son tour un surcroît de consommation et d'épargne, et ainsi de suite. Ce processus de multiplication s'arrête lorsque la variation de l'épargne est égale à la variation de l'investissement. Mais pourquoi la variation de l'investissement engendre toujours une variation de l'épargne du même montant? Voyons cela avec un exemple chiffré. Supposons que l'accroissement de l'investissement soit de 1000, ce qui se traduit immédiatement par une augmentation de revenus du même montant. Ceux qui vont recevoir ces 1000 vont soit les consommer, soit les épargner. Si la propension marginale à consommer est de 0,8, 80% de ce nouveau revenu va donc être consommé et 20% épargné. La demande effective augmente de 800 avec la consommation. S'il reste des capacités de production inemployées, l'offre globale et le revenu distribué devraient alors augmenter du même montant. La séquence se reproduit ensuite et le processus ne s'arrête que lorsque la variation globale de l'épargne coïncide exactement avec la variation de l'investissement. Pour s'en rendre compte, faisons un peu d'algèbre. La variation totale du revenu au bout du processus est égale à la somme des termes de la deuxième colonne. En sachant que la propension marginale à consommer est égale à 0,8, la variation du revenu peut aussi s'écrire de cette façon. On reconnaît ici une progression géométrique de raison dc sur dy. Comme dc sur dy est toujours strictement compris entre 0 et 1, comme indiqué précédemment, la somme des termes de cette suite géométrique est convergente et donc delta y peut se résumer à l'expression suivante. On a entre parenthèses la formule du multiplicateur d'investissement. On voit que le multiplicateur est l'inverse de la propension marginale à épargner. L'accroissement du revenu global est donc égal à l'accroissement initial de l'investissement fois la valeur du multiplicateur qui est égale à 5 dans cet exemple. Pour une dépense supplémentaire de 1000, on obtient donc une augmentation du revenu et de la valeur de la production égale à 5000. La variation de l'épargne est égale à la somme des termes de la quatrième colonne du tableau précédent. On est en présence d'une série géométrique de termes générales 200 et de raison 0,8, et d'après la formule, la variation cumulée de l'épargne est égale à 1000, soit la variation de l'investissement. Ce résultat est logique car le revenu delta y a augmenté d'un facteur k, k étant égal au multiplicateur. Or, le multiplicateur est l'inverse de la propension marginale à épargner, si bien que l'on s'aperçoit, après développement, que la variation de l'épargne est nécessairement égale à celle de l'investissement.
Pour Keynes, comme pour les classiques, épargne et investissement sont nécessairement égaux. Mais pour les classiques, le taux d'intérêt rend l'investissement égal à une épargne préexistante, alors que, pour Keynes, c'est l'investissement qui génère une épargne d'un montant égal. Nous avons pris pour exemple un accroissement de l'investissement qui entraîne un accroissement du revenu égal au multiplicateur fois l'accroissement initial de revenu induit par l'investissement. Le résultat est parfaitement symétrique dans le cas d'une diminution préalable de l'investissement. Dans ce cas, le revenu diminue d'un montant égal à la diminution initiale fois le multiplicateur. Pour que le processus de multiplication s'accomplisse, plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies. Il faut d'abord qu'il y ait une variation initiale de l'investissement. Cela va sans dire. On a vu que l'investissement résultait de la comparaison entre le taux d'intérêt et l'efficacité marginale du capital. Si le taux d'intérêt est manipulable à court terme dans la limite de la trappe à liquidité, ce n'est guère le cas de l'efficacité marginale du capital qui dépend des opportunités et des anticipations des entreprises. Toutefois, le multiplicateur d'investissement est en fait un multiplicateur de dépenses. Il suffit qu'il y ait une dépense initiale qui engendre une distribution initiale de revenus pour que le processus de multiplication soit enclenché. L'effet sera le même quelle que soit la nature de la dépense. Qu'il s'agisse d'investissements publics ou privés, d'une hausse autonome de la consommation ou encore des exportations si on tient compte du commerce extérieur. Les exportations représentant une dépense pour les étrangers qui génèrent un revenu pour le pays exportateur. L'intensité du processus de multiplication va dépendre pour une part du niveau de la propension marginale à consommer du pays. Plus elle sera élevée, proche de 1, plus le multiplicateur sera fort. D'où les appels répétés de Keynes en faveur de la consommation et contre l'épargne. Dans une économie ouverte, l'intensité du processus de multiplication va aussi dépendre des achats effectués auprès des entreprises étrangères. Si le surcroît de revenus engendré par la dépense initiale est intégralement utilisé pour les achats à l'étranger, il n'y aura pas d'effet multiplicateur sur le revenu domestique. Pour Keynes, l'accroissement de la dépense entraîne donc, via le multiplicateur, un accroissement du revenu, du volume de production et de l'emploi correspondant. La production et l'emploi suivront tant qu'il existera des capacités en hommes et en machines non utilisées. À partir d'un volume de production correspondant au plein emploi, toute augmentation supplémentaire de la demande conduira uniquement à une hausse des prix et des salaires. La seule façon d'accroître l'investissement sans inflation sera alors d'augmenter l'épargne, c'est-à-dire de réduire la consommation. On se retrouve alors dans la situation décrite par les classiques, où l'épargne est une condition de l'investissement et où la théorie quantitative de la monnaie s'applique. Pour montrer comment s'établit l'équilibre entre offre et demande à travers l'effet multiplicateur de la dépense, les économistes ont recours à une représentation graphique appelée modèle à 45 degrés. Il s'agit d'un modèle simplifié qui représente l'équilibre entre le revenu national et les dépenses nationales dans une économie fermée. Dans ce modèle, la ligne à 45 degrés représente l'égalité entre le revenu national et les dépenses nationales. En d'autres termes, l'économie est en équilibre lorsque le revenu national est égal aux dépenses de consommation et d'investissement. La pente de la droite à 45 degrés est égale à 1. On représente la fonction de demande globale qui a une pente inférieure à 1 égale à la propension marginale à dépenser. On considère ici que seule la consommation est fonction du revenu, avec une dérivée par rapport au revenu ou propension marginale à consommer constante et égale à 0,8. La demande effective est celle qui égalise l'offre et la demande, soit à l'intersection des deux droites. Autrement dit, le point d'intersection correspond à un niveau d'offre globale intégralement absorbé par la demande globale. Admettons à présent que les entreprises produisent trop par rapport au niveau de la demande effective. La valeur de la production, et donc le revenu global, sont alors de 40 000 dans notre exemple. À ce niveau de revenu, la demande n'est que de 37 500. Il y a donc un excès d'offre égal à 2 500. La demande étant inférieure à l'offre, les entreprises vendent moins qu'elles ne produisent, par conséquent les stocks augmentent. Cette augmentation non prévue des stocks pousse les entreprises à licencier et à réduire leur production, ce qui se traduit par une baisse de la valeur de la production, soit du PIB nominal, et donc du revenu global. Ce mouvement s'arrête lorsque l'excès d'offre tombe à zéro, c'est-à-dire au point où l'offre correspond de nouveau à la demande. Dans le cas inverse d'un déficit d'offre ou d'un surcroît de demande, les stocks diminuent dans un premier temps avant que les entreprises n'ajustent à la hausse leur production et leurs effectifs jusqu'au point d'équilibre. Supposons à présent que l'investissement progresse de 1000.
La droite de demande opère alors une translation vers le haut. Le multiplicateur étant de 5, le niveau de production et de revenus augmente alors d'un montant correspondant à 5 fois la valeur de l'augmentation initiale de la demande. Pour finir, la demande globale aura augmenté de 5000, ce qui correspond à la hausse initiale de la demande, plus la demande induite par l'augmentation de la production et du revenu. Si la théorie générale a été élaborée par Keynes, c'est surtout pour répondre à la question lancinante du chômage de masse qui perdurait en Grande-Bretagne depuis les années 1920. Les classiques considéraient que ce chômage était essentiellement dû à la rigidité à la baisse des salaires réels et donc qu'il était volontaire. Selon eux, il suffisait aux travailleurs d'accepter de revoir leurs prétentions salariales à la baisse et le chômage serait résorbé. Pour Keynes, en revanche, le chômage était involontaire. C'est-à-dire que même si les salaires n'étaient pas rigides à la baisse, le chômage pourrait subsister. Cela étant dû au fait que, pour Keynes, l'offre d'emploi était une fonction non pas du taux de salaire réel, mais du seul niveau de la demande effective, laquelle induisait le niveau de production. Et c'est ce niveau de production, induit par la demande effective, qui déterminait le niveau d'emploi. Le taux de chômage résulte alors de la différence entre la population active disponible et le nombre d'emplois offerts. Pour Keynes, il n'y a aucun mécanisme automatique de retour au plein emploi, car l'augmentation de la demande effective ne peut découler que de changements spontanés dans la propension à consommer, le taux d'intérêt ou l'efficacité marginale du capital. Or, a priori, il n'est pas évident que l'une de ces trois variables puisse réagir de manière significative à un taux de chômage élevé pour venir corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Au contraire, un fort taux de chômage pourrait affecter le moral des ménages et des entreprises au point d'entraîner une diminution de la propension à consommer et de l'efficacité marginale du capital, un accroissement de la préférence pour la liquidité et une augmentation consécutive des taux d'intérêt. L'emploi dépend donc de la demande effective et non du taux de salaire réel. En revanche, le taux de salaire réel dépend lui de l'emploi et non l'inverse comme chez les classiques. Keynes admet néanmoins que l'augmentation de l'offre d'emploi provoque une diminution du taux de salaire réel. La raison en est que l'augmentation du volume de production entraîne une hausse des prix supérieure à celle du taux de salaire nominal, et ce d'autant plus que l'économie se rapproche du plein emploi. Car ce qui importe aux travailleurs, c'est que le salaire nominal ne diminue pas, voire augmente. Mais il ne serait pas sensible à la baisse du salaire réel. Autrement dit, les travailleurs seraient victimes d'illusions monétaires. Ils peuvent percevoir une augmentation nominale de leur salaire comme une amélioration de leur situation économique, même si cette augmentation nominale n'est pas suffisante pour compenser l'augmentation du coût de la vie due à l'inflation. Pour Keynes, la résorption du chômage passe donc bien par une diminution du taux de salaire réel, mais cette diminution est la conséquence de l'augmentation du niveau d'emploi et non sa cause. Devant la rigidité des salaires nominaux à la baisse, l'inflation apparaît donc comme une condition favorable à l'accroissement de l'emploi. A l'inverse, la déflation est à combattre, coûte que coûte, pour Keynes, car les travailleurs résisteront à la baisse des salaires nominaux, ce qui signifie que, si les prix baissent plus vite que les salaires, le taux de salaire réel moyen va augmenter et le chômage s'aggraver. Pour Keynes, l'économie peut rester longtemps dans une situation de sous-emploi du fait d'une insuffisance de la demande effective. Il n'y a pas de mécanisme automatique de retour au plein emploi. C'est à l'État d'intervenir pour relancer la demande effective et, partant, la production et l'emploi, jusqu'à ce que l'objectif de plein emploi soit atteint. Sur le comment, nous verrons cela dans la prochaine vidéo.